Bonjour tout le monde et bienvenue à Urgence économique. Aujourd'hui, nous allons parler du Maroc et de la perspective stratégique africaine, puisque depuis plus d'une décennie, le Maroc a renoué avec sa profondeur continentale et des pas de géant ont été réalisés à tous les niveaux, autant au niveau économique que diplomatique et plus globalement stratégique. Donc un cap a été franchi et l'heure est désormais à de nouveaux horizons stratégiques pour le Maroc sur le continent africain. Pour en parler, qui de mieux que Bernard Lugan, historien, africaniste et qui demeure jusqu'à aujourd'hui la référence dans le domaine. Bernard Lugan, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci de m'avoir invité. Alors, que pensez-vous déjà, si on pouvait faire un bref diagnostic ou bilan de la stratégie africaine du Maroc? Une stratégie qui vient de loin, qui avait été déjà initiée par Sa Majesté Hassan II. Souvenez-vous de ce que disait Sa Majesté Hassan II. Qu'est-ce que le Maroc? Le Maroc, c'est un arbre qui puise ses racines largement au sud du Sahara et dont le feuillage se répand au-dessus de la Méditerranée et des détroit de Gibraltar. Donc un arbre africain, bien sûr. Et toute l'histoire le montre. Regardez l'histoire de certaines dynasties qui viennent du sud et les Almoravides qui viennent véritablement. Alors, il y a cette tradition qui est la tradition historique. Il y a la tradition religieuse. Tradition religieuse sur laquelle je n'insiste pas, c'est une telle évidence, qui a été renouvelée plus récemment avec certaines confréries. N'oublions pas que Fès, c'est quand même un lieu sacré pour le pèlerinage d'une grande partie du monde. Tout à fait, la Tijaniya, notamment. Pour les membres de la Tijaniya, aller à Fès sur la tombe, sur le tombeau, est presque aussi important que le pèlerinage de la Mecque. On demande aux saints d'intercéder en sa faveur. Bon. Donc c'est terriblement important. Il y a également un phénomène historique plus récent qui remonte quand même à 3 siècles ou 4 siècles. C'est la conquête du Pachalik de Tombouctou, la conquête de l'Empire Songhai, avec les Armas, avec cette tradition culturelle, avec cette nouvelle ethnie qui s'installe, qui se crée, qui descendent des soldats marocains de la garnison des Pachas. Qui ont fait souche dans la région. Qui ont fait souche, les Armas. Et vous aviez jusqu'au moment de la conquête française, disons entre 1892 et 1898, la prière du vendredi qui était dite au nom du sultan du Maroc. Donc vous avez une permanence historique qui est plus que millénaire. Et à cette permanence historique, il y a une réalité géographique qui est fondamentale. C'est que durant toute la période précoloniale, des voies commerciales existaient qui reliaient directement les foires du Maroc aux grandes villes du Soudan, de Bilad al-Soudan et disons du Mali, Sénégal, Niger aujourd'hui. Et le long de ces axes, la langue de commerce, c'était l'arabe, la monnaie, c'était la monnaie marocaine, et c'était les systèmes de poids et de mesure marocains qui étaient la référence. Qui étaient la référence. Donc c'était un même monde. Sijil Massa était un éventail qui était ouvert vers la boucle du Niger, vers le Sénégal, etc. Et il y a effectivement maintenant, avec la récupération du Sahara, il y a la continuité géographique. Alors donc, tous ces éléments font que la présence du Maroc, il y a un changement de paradigme. Hein. Depuis quelques années, avec la reconnaissance américaine, etc., il y a un changement de paradigme. Et il va falloir vraiment que... Tout le monde ne l'a pas vu en Europe, notamment les dirigeants français ne l'ont pas vu. Les Espagnols ont été plus avisés. Ils sont plus pragmatiques et ils nous connaissent mieux. Oui, ils sont plus pragmatiques, et puis surtout, ils n'ont pas le boulet de l'idéologie algérienne qui plombe complètement la gauche française. Car n'oublions pas que la France est dirigée par la gauche. La France est dirigée par la gauche depuis voilà, ça n'a pas cessé. Et avec quelques petits intermèdes, entre parenthèses. Bon, évidemment, à l'époque de Chirac, non. Chirac avait une vision marocaine, sympathique, etc. Et encore politiquement, parce que toute l'élite intellectuelle française est majoritairement de gauche, peu importe le président. C'est-à-dire les médias, la presse, toute la presse d'État, toute la presse, comment dirais-je, nationale, toute la presse publique en France est de gauche. Tous les journalistes sont de gauche, je dirais même d'extrême gauche. Et ils ont un tropisme algérien. Et donc, ayant ce tropisme algérien,
ils sont anti-marocains. Pour eux, l'Algérie, c'est la patrie révolutionnaire. Oui, ils ont adhéré au mythe, au discours, au narratif mythique proposé par Alger. Ils sont dans Che Guevara. Ils sont dans le guévarisme, alors que le Maroc, pour eux, c'est un État... un petit peu, eux sont les héritiers des coupeurs de tête de 1789, et le Maroc, c'est Louis XVI. Quoi. Oui, ça le rappelle. Vous voyez, leur universalisme, leur universalisme fait qu'ils plaquent sur des réalités totalement différentes. Voilà, bon, moi je suis un ethno-différentialiste, donc universalisme, ethno-différentialiste, c'est toute la différence. Alors il y a eu, à partir du règne de Sa Majesté Hassan II, il y a eu le traumatisme avec l'Union africaine quand le Maroc a quitté, s'est mis en retrait, pardon, pas qu'il s'est mis en retrait, lorsqu'il y a eu cette affaire. Et là, on s'est dit, à l'époque, le Maroc tourne le dos à l'Afrique. Pas du tout. Pas du tout. Parce que derrière cette rupture officielle, tout un maillage s'est mis en place d'hommes d'affaires, les banques, les assurances, les privés, les PME. Les télécoms également, les télécoms, les compagnies téléphoniques. Absolument, les transports, tout à fait, les compagnies de transport, etc. Et tout un réseau s'est mis en place, et ce réseau a précédé le phénomène politique qui se déroule sous nos yeux. Ça se déroule sous nos yeux, hein. C'est un phénomène, il faut le voir se faire. Donc, je crois que le Maroc va... Puis alors, donc en fait, on peut dire qu'il a tourné le dos à l'Union africaine, mais pas à l'Afrique. Ah oui, non, mais justement, il a tourné le dos à l'idéologie. L'idéologie qui dominait au sein de l'Union africaine. Et il s'est ancré sur le réel. D'accord. Et puis il va y avoir le projet extraordinaire de cet oléoduc. Ah, d'ailleurs, on va y venir, juste pour ne pas bousculer l'ordre. Bon, c'est important, effectivement. Donc il y a tout. Il y a tout. Puis alors, des milliers de kilomètres de côtes qui partent du détroit de Gibraltar, de Tanger jusqu'à la Mauritanie. Donc c'est une ouverture gigantesque sur le grand large. Alors que l'Algérie, ça va être, vous voyez, ce sort de hanneton, la reine des termites avec une toute petite tête, un énorme ventre, et une toute petite tête qui donne sur la Méditerranée. Un grand lac. Un lac, c'est le lac Léman, c'est la mer Noire. Et enfermée avec un gros ventre qui lui a été rattachée alors qu'elle ne l'a jamais possédé, et qui se trouve complètement enclavé, alors que le Maroc a, lui, l'ouverture sur l'Atlantique, sur le Grand Ouest, sur tous les mers, sur les mers des échanges. Et puis le détroit de Gibraltar qui est stratégique, et puis même une présence en Méditerranée, avec la côte méditerranéenne du Maroc. Tout est là, donc les atouts du Maroc sont considérables. Donc effectivement, le Maroc, là, véritablement, la phrase du roi Hassan II sur l'arbre marocain est plus que jamais une réalité. D'ailleurs, je rappelle que vous êtes actuellement au Maroc à l'occasion de la réédition de votre livre Histoire du Maroc, parce que depuis tout à l'heure, vous avez rapidement déployé toute l'historicité de l'État marocain et de l'histoire marocaine, et donc je le présente devant la caméra. Donc c'est Histoire du Maroc, 4e réédition, je crois. 4e édition, la 2e édition chez mon nouvel éditeur. D'accord, et donc vous pouvez trouver dans toutes les librairies du Royaume. Et je vous invite à le découvrir. Moi-même, je l'ai découvert en 2011 à l'époque, lors de ma thèse de doctorat, et ce fut l'une des références qui m'a ouvert la voie pour d'autres réflexions. Alors maintenant, la deuxième question. Peut-on dire que durant la guerre froide, les nécessités ont fait que le Maroc était obligé d'avoir un tropisme européen, occidental, au détriment peut-être de son ancrage africain, et que quelque part, Sa Majesté le roi Mohammed VI a rétabli les choses dans le bon ordre, c'est-à-dire tout en gardant de bonnes relations avec le monde occidental, on renoue de manière directe, pragmatique, avec un co-développement sud-sud avec l'Afrique dans sa totalité, et avec toutes les victoires diplomatiques que l'on a vues en Afrique notamment. Le nombre de voyages. Tout à fait. Le nombre de voyages faits par le roi Mohammed VI en Afrique est considérable. C'est un roi qui a pris son bâton de pèlerin et qui est allé partout. D'ailleurs, le résultat politique, on le voit très bien, avec la reconnaissance du Polisario qui se réduit comme neige au soleil. Hein. On retrouve aujourd'hui... Alors, vous parlez de la guerre froide, c'est intéressant parce qu'on retrouve qui sont en Afrique. Alors, grosso modo, les derniers partisans du Polisario, c'était les pays qui étaient alignés sur le bloc... Et aujourd'hui, on retrouve... Alors, c'est amusant parce que l'on voit en même temps le retour de la Russie,
qui est une Russie qui n'est plus du tout bolchevique, pragmatique. qui est pragmatique et qui s'appuie sur ses anciens réseaux. Parce que n'oublions pas qu'il y a eu énormément d'étudiants africains qui ont été formés à l'université Patrice Lumumba. Vous avez énormément de responsables africains qui sont russophones. Et des militaires, notamment, qui ont été formés à Moscou, les actuels généraux colonels. Et vous avez en Centrafrique le président qui est russophone. Donc il y a, si vous voulez, par pragmatisme, la Russie aujourd'hui, qui est vraiment le contraire de ce qu'était la Russie, l'Union soviétique, mais qui s'appuie quand même sur... C'est là où on voit les pays qui ont une diplomatie. Qui n'agissent pas par coup de tête. Ces pays qui ont une... Bon, évidemment, le Maroc, avec la monarchie, le système monarchique pour ça, le régime monarchique pour ça était idéal, parce que ce que le père ne fait pas, le fils le fera, et peut-être même le petit-fils. La vision à très long terme. Donc, on n'investit pas sur une élection qui a lieu tous les 2 ans, tous les 3 ans. La cyclicité, en France, c'est impossible. Aux États-Unis également, c'est impossible. Et parce que le président a quasiment 1 année pour découvrir, et le reste, il prépare sa campagne pour le coup d'après. Et comme il y a une alternance, à chaque fois qu'on fait la gauche ou la droite qui vient au pouvoir, il doit saccager tout ce qui a été fait avant pour montrer que... Tout est saccagé, les alliances, etc. Tandis que quand vous avez une permanence, d'abord quand vous avez une culture géopolitique, diplomatique, etc. Alors donc, la Russie, effectivement, vous parlez de la guerre froide. Donc, pendant la période de la guerre froide, disons que, moi j'ai une thèse que j'ai développée souvent dans mes livres, je dis que l'indépendance de l'Afrique ne s'est pas faite dans les années 60. Le début de la véritable indépendance de l'Afrique se fait après la fin du mur de Berlin, après la fin de l'Union soviétique. Parce que après la fin de l'Union soviétique, les Afriques vont pouvoir essayer de renouer avec leurs propres histoires et non pas avec l'histoire qui leur est imposée par l'obligation d'appartenir à un bloc ou à un autre. Alors ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Il y a des pays qui n'en sont pas sortis. Hein. Il y a des pays qui vont mettre du mal à en sortir. Et puis il y a des pays qui en sont sortis. Et on voit aujourd'hui, véritablement, la phase 2 ou la phase 3 de la décolonisation, qui est celle de l'abandon complet du tropisme des grands blocs, ou des héritiers des grands blocs. Et on le voit avec la politique française en Afrique, par exemple. Ça, c'est très clair. Donc ceci, vous avez parfaitement raison, c'est très important de voir que cette évolution s'est faite à partir... enfin, qu'il y a une évolution par rapport à ce que fut la politique, ou ce que furent les politiques à l'époque de la guerre froide. Parce qu'à l'époque de la guerre froide, les pays africains ont été obligés de choisir. Il fallait choisir. Bien sûr, il y a les tentatives des non-alignés, mais les non-alignés étaient plutôt alignés sur l'Union soviétique. Mais non, puis les grands leaders qui eux, auraient pu ne pas être alignés, ont été farouchement combattus. Nasser, par exemple, a été farouchement combattu. Les Américains et les Occidentaux ne se sont pas rendus compte qu'en combattant Nasser, ils combattaient celui qui était un facteur d'équilibre et de paix dans toute une partie de l'Afrique. Et les Américains ont été aidés à ce moment-là par notamment les Saoudiens, qui ont voulu profiter de cela pour prendre un leadership par rapport à l'Égypte, dans le monde arabe. Donc il y a eu un télescopage. La même erreur a été commise avec la Libye. Ah oui, complètement. Il y a eu un télescopage de plaques tectoniques. Ouais. Qui ont fait et ces plaques tectoniques avaient des mouvements contraires les uns aux autres, mais ils se sont retrouvés, si vous voulez, alliés, et puis au milieu, bon, il y a eu les failles et les tremblements de terre. Donc c'est très intéressant, en point de vue géopolitique, c'est très intéressant à voir. Oui, la Libye, puis si on veut élargir l'Irak, etc. Oui, c'est un carnage à tous les niveaux. Le carnage à tous les niveaux. Alors maintenant, alors quand on parle de l'Algérie, on comprend le tropisme idéologique hérité de la guerre froide, etc. Je parle de l'hostilité vis-à-vis du Maroc. Mais dans le cas de l'Afrique du Sud, je rappelle que vous avez également une thèse de doctorat sur l'Afrique du Sud. J'ai pas fait je fais mes 2 doctorats sur l'Afrique de l'Est. Mais j'ai fait 5 livres sur l'Afrique du Sud, j'ai vécu longtemps en Afrique du Sud. Oui. D'accord. Alors, dans le cas de l'Afrique du Sud, peut-on dire que là encore, c'est un héritage idéologique totalement anachronique qui continue de dicter une forme d'hostilité à l'égard du Maroc? Parce que si je devais désigner 2 pays comme étant objectivement, qui se désignent eux-mêmes comme ennemis du Maroc, c'est l'Algérie et l'Afrique du Sud, enfin les 2 extrémités du continent africain. Je crois. Alors c'est intéressant parce que vous avez, quand vous prenez la réalité politique sud-africaine, c'est assez fascinant. Vous avez donc l'ANC et tous les mouvements noirs, hein, aussi bien Malema, etc., tous ces mouvements sont des mouvements qui aujourd'hui sont pro-Algérie, n'est-ce pas,
anti-marocain, dites comme vous voulez, et en même temps pro-russe. Oui, tout à fait. Ça, et vous avez les mouvements blancs, qui sont les héritiers des libéraux qui luttaient contre la domination blanche en Afrique du Sud, hein, les héritiers, qui eux sont anti-russes, et qui n'ont pas de position particulière sur le Maroc. Mais vous avez vraiment, sur le clivage racial, comment dire, ou malgré, ou en dépit, ou sous, ou à l'intérieur de ce clivage racial, vous avez en plus cet héritage du temps de la guerre froide. Et les vieilles complicités, les vieilles amitiés, les vieux réseaux, c'est très clair. On le voit très, très nettement, effectivement. Et bon, après, peut-on dire que c'est une question générationnelle, c'est-à-dire que la démographie fera son travail et que le renouvellement démographique des élites sud-africaines fera que ce tropisme anti-marocain finira par s'estomper. Oui, c'est comme en Algérie, mais enfin, ça prend du temps. Hein, ils vivent longtemps, en général. Parce que les élites s'auto-reproduisent, et puis le système... Bon, le système algérien, au départ, c'était 15 généraux. Après, ça a été 150 généraux, mais ils sont morts, il y a leurs enfants, il y a les clans. Alors, c'est intéressant, c'est une réaction atomique. Vous avez, aux atomes centraux viennent se rajouter des atomes périphériques, et d'ailleurs, les ruptures se font sur les périphéries. Parce que si vous prenez la vie politique algérienne, les grandes structures claniques de 62, leur cœur même n'a pas bougé. C'est sur les périphéries que ça bouge. C'est très intéressant de voir ça. Alors maintenant le gazoduc, Nigeria, Maroc ou Nigeria Atlantique, parce que le but est également d'alimenter l'Europe, du moins l'Europe du Sud. Et les pays africains. Et les pays africains de transit, naturellement. La grande originalité de ce projet, c'est gagnant-gagnant. C'est gagnant pour tout le monde. Parce que les petits, il y a du pétrole partout, tout le long. Mais les petits pays producteurs, qui n'auraient jamais eu les moyens d'exporter ou de mettre des terminaux chez eux, vont pouvoir se brancher sur ce canal central et participer. Donc, si vous voulez, c'est la manne pour toute l'Afrique côtière, du golfe de Guinée jusqu'à la Mauritanie et le Maroc, et c'est tout à fait extraordinaire. Et là, l'Algérie va être la victime de son enclavement. D'ailleurs, elle compte, entre guillemets, proposer un pipeline alternatif qui passe directement par le Sahel, mais c'est un mythe. C'est un mythe. Elle est victime de son enclavement. Parce que ça passe par les zones les plus instables. Le nord du Nigeria est hors contrôle. Ensuite, toute la partie sahélienne a traversé hors contrôle. Il y a les Touaregs, il y a Acmi, il y a tout. Je crois que ce projet a du plomb dans l'aile. Je ne vois pas très bien qui peut financer, qui va être assez fou pour financer un projet pareil. Tandis que l'autre projet, oui, ça c'est un projet qui est d'une intelligence remarquable. Mais pour moi, le plus important là-dedans, c'est pas tellement Nigeria, Gibraltar, Tanger, sont les collatérales. Parce que ça intéresse tout le monde. Ça va mettre en valeur toute l'Afrique de l'Ouest. Toute l'Afrique de l'Ouest. Il y a un effet d'entraînement au niveau des infrastructures, au niveau technologique, au niveau économique, et en termes de souveraineté énergétique également. Avec deux pôles, le Nigeria et le Maroc. Le Nigeria m'inquiète un peu plus, parce que c'est un pays qui a quand même des gros problèmes de stabilité, qui a des gros déterminismes qui ne sont pas réglés. Bon, on va voir. Mais de toute façon, il y a un phénomène très intéressant qui doit se produire. Alors là, j'ai une question, une double question. Alors on a parlé pas de reconquête, j'aime pas le terme reconquête, mais redécouverte par le Maroc de sa profondeur continentale depuis plus d'une décennie, qui a été menée activement par Sa Majesté le Roi. Et là, actuellement, on a des foyers d'instabilité que vous avez déjà prévus dans bon nombre de vos écrits, bien avant qu'ils n'arrivent. Au Niger, coup d'État, bien avant au Mali, au Burkina Faso, en Centrafrique, etc. Est-ce que ce genre de schéma d'instabilité risque de freiner cet élan marocain de projection au niveau du continent africain, économique, infrastructurel, etc. Et puis deuxième question, et on va clôturer avec ça, si vous le permettez, c'est quel va être le nouveau cap pour le Maroc? C'est-à-dire, il a franchi des pas de géant, comme j'ai dit au début. Maintenant, c'est quoi les prochains objectifs que devraient être, d'après vous? Alors, attendez. Première question. Première question. Moi, je crois qu'il faut oublier le Sahel pendant un certain temps. Laissons les recompositions se faire.
Parce que là, il y a vraiment du retour de la longue histoire qui arrive. Là, c'est quelques jours, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, les Touaregs sont unis. Et pour que les Touaregs s'unissent, c'est pas facile. Ils ne sont pas unis pour longtemps, parce qu'ils vont se rediviser, ça c'est le tropisme Touareg. Mais pour le moment, ils se sont unis, même avec les Imrad, ce qu'on appelle les Touaregs noirs, mais qui sont des Touaregs, et Tombouctou est assiégé, les villes du Nord sont assiégées, l'armée malienne a subi des défaites terribles, Wagner ne fait pas le poids là-dedans, parce que bon, c'est pas la tradition de Wagner. Non, et puis ils sont 2000 ou 1500, je veux dire, c'est oui, pas un bataillon. Oui, mais c'est pas... bon, et, si vous voulez, autant les troupes françaises ont été efficaces parce qu'elles connaissaient le terrain, Wagner, c'est pas leur terrain. Et donc ça va très mal militairement pour la junte du Mali, ça va très mal pour la junte du Burkina. Il y a eu une tentative de coup d'État il y a 3 jours qui a échoué. Il y a des frictions énormes au sein de la junte à Bamako. Au Niger, ça va très mal aussi. Les Touaregs du Nord sont rentrés en dissidence. Et les Touaregs, ça représente plus qu'au Mali. Les Touaregs sont 3-4%, tandis qu'au Niger, ils sont 12%. Ils sont beaucoup nombreux. Et ils sont plus près des bases sudistes. Tandis que Bamako est loin du pays Touareg. Tandis que Niamey est tout près. Hein, tout près. Et donc, moi, je crois que pour le moment, le Sahel est une zone dans laquelle il faut attendre que la nature retrouve ses équilibres. Bon, il y a le Sénégal, qui est stable. Espérons que la Mauritanie, le Sénégal, etc. Donc, je crois que pour le moment, le gros intérêt, c'est sur les pays du littoral. Donc là, on parlait du pipeline. Donc oui, là, du pipeline et des investissements collatéraux, etc. Je crois que, bon, là, pour le moment, moi c'est ce que j'ai préconisé là, dans ma revue L'Afrique réelle. J'ai un dossier spécial, redéfinir la politique française en Afrique, et je dis, quittons le Sahel complètement. Il n'y a que des coups à prendre. Laissons ceux qui veulent aller prendre des coups, ceux qui ne sont pas encore brûlés les ailes, allez-y les amis, bonne chance. Comme a dit De Gaulle, je leur souhaite bien du plaisir. Allez-y. Et je crois qu'il faut revenir un peu à la conception du XVIIIe siècle. C'est-à-dire littoral, les comptoirs. C'est-à-dire des points d'appui littoraux, parce que là, il n'y a pas de problème. L'intérieur, il n'y a que des coups à prendre dans l'intérieur. Donc c'est pour ça que ce pipeline, tout ceci va créer un développement considérable de toute la zone côtière. Alors maintenant, va se poser ensuite le problème de la stabilité de la zone côtière. Si la zone sahélienne est de plus en plus une zone chrysogène, est-ce que ça ne va pas gêner le problème de... Bon, ça sera d'autres politiques à définir, stratégiquement à définir, tactiquement ou stratégiquement à définir, mais là c'est un autre problème. Bernard Lugan, merci infiniment. Vous avez répondu à ma double question en une réponse. Et j'espère vous revoir très prochainement. Voilà, mais écoutez, ça fera avec plus grand plaisir. Merci. Merci.